Bonjour à toutes et à tous. Une question qui revient souvent depuis quelques années, à laquelle je n'ai pas vraiment répondu autrement que dans un des paragraphes du chapitre de Survivre à l'effondrement économique, est la question de la préparation pour des personnes handicapées à des crises, des effondrements économiques, mais tout simplement, selon le terme qu'a sorti très, très justement notre ami Vol West, des ruptures de la normalité. La problématique lorsque l'on parle d'handicap, c'est tout d'abord qu'on parle de choses très très vastes. Ça peut aller des aveugles, qu'aujourd'hui on dit non-voyants ou malvoyants pour les personnes qui ont des problèmes de vue. Bon, déjà, faisons une chose, enlevons la langue de bois et tous ces euphémismes à la con. On va appeler les gens qui ne peuvent pas voir les aveugles. On va appeler les gens qui ont des déficiences mentales, on va les appeler les retardés mentaux ou des handicapés mentaux ou autres. On va rester sur des mots simples et ne les prenez pas comme une insulte ou comme de la dénigration, mais simplement on va parler franchement entre nous. Vous savez, si vous êtes handicapé, que vous êtes déjà venu à mes conférences, que je soutiens votre regard, je ne vous évite pas comme le font, vous le savez, certains. Alors, vous savez, quand je parle d'un sujet, j'essaye toujours de donner mon point de vue par rapport à mon expérience personnelle. Et parfois, les gens me disent, mais pourquoi tu nous parles de ta vie? D'abord, j'essaye de moins parler possible de ma vie et plutôt de donner des faits. Dans mes livres, vous le savez, mais il arrive qu'il soit important de donner son point de vue. Alors, parce que qu'est-ce que j'en sais, moi, de la vie des handicapés? On est tous un petit peu handicapés quelque part, mais bon, voilà. Alors, moi, mon expérience avec les handicapés, elle est uniquement dans un domaine, c'est celui des paraplégiques. Pourquoi? C'est parce que j'ai voilà, une expérience personnelle avec un voisin quand j'étais un peu plus jeune qui a eu un accident de moto à l'âge de 14 ans ou 16 ans, je ne sais plus, enfin, assez jeune. Et cet idiot, comme tous des adolescents qui sont couillons, il veut une moto, ses parents lui ont acheté une moto, grave erreur. Et évidemment, il allait s'emplastrer dans un poteau et il s'est pété la colonne vertébrale. Et il se retrouve un peu hémiplégique et paraplégique au niveau de, je ne sais plus quelle vertèbre dorsale, mais en tout cas, il n'a plus l'utilisation de ses jambes. Alors, évidemment, avec ma famille, comme c'était un voisin, on l'a aidé. Il faut savoir que c'était en Italie, pas en Suisse. Donc, alors qu'en Suisse, je ne sais pas si j'ai ici ma carte, je ne sais pas où est mon portefeuille, mais je suis membre de l'association suisse pour l'aide aux personnes paraplégiques. Et donc, je sais que je connaissais bien ce domaine en Suisse. Je sais qu'il y a des infrastructures et des centres de rééducation et de soins pour les gens qui ont des accidents, par exemple, ou qui ont des graves maladies dégénératives qui les amènent à être para ou tétraplégiques, et qui prennent en charge, et on a également une assurance invalidité très très performante en Suisse. En Italie, c'est pas le cas. Ils leur filent, je crois, quelque chose comme 1 000 € pour s'acheter une chaise roulante. On le sait que les chaises roulantes sont beaucoup plus chères. En tout cas, des chaises roulantes qui ne pèsent pas 3 tonnes et qui sont de qualité coûtent beaucoup plus cher. Donc, on l'a aidé et finalement, on a fait en sorte qu'il puisse avoir des ordinateurs à la maison et des cours d'informatique et qu'il puisse finalement faire des études à la maison parce qu'il habite dans un petit village où il n'y a absolument pas, d'une part, d'infrastructure pour et impossibilité d'aller à l'école. Donc, on l'a aidé voilà, à avoir une formation d'informaticien de manière qu'à ce qu'il puisse travailler à distance, ce qui était le cas. Et il a trouvé un job et d'ailleurs il a fait aussi des petits boulots de réparation et de fabrication d'ordinateurs pour les gens du village. Donc, bref, il a pu rester intégré dans la vie sociale du village. C'est un tout petit village d'où je viens en Italie. Et, euh, et voilà, donc ça c'était une première expérience. Et puis ma deuxième expérience, c'est que j'ai eu la chance de travailler dans une entreprise relativement récente, entre 2005 et 2011, qui s'appelle Salesforce.com, et qui avait un programme très intelligent que je conseille à toute entreprise. Si vous êtes un chef d'entreprise qui me regardez, réfléchissez à ce que fait Salesforce.com. Vous allez sur leur site et vous regardez ce qui s'appelle The Foundation, la fondation, où en fait, ils permettent à chaque employé de donner 1% de son temps payé, donc sous forme de congés payés supplémentaires à ses propres congés payés,
pour une cause, donc ça fait à peu près une semaine par an, où on peut donner son temps pour une cause, tout en restant salarié payé au salaire de l'entreprise. Et la société va aussi mettre 1% de son capital, de ses actions, dans une fondation qui va financer des œuvres de bienfaisance que vous choisissez en tant qu'employé. Et donc, et va également faire une donation de 1% de son chiffre d'affaires tous les ans pour des œuvres de bienfaisance. Donc, vraiment une approche très intéressante d'utiliser le capital social, le capital des employés, les ressources humaines, pour aller dans leur sens. Parce que souvent, les entreprises disent, ah bah moi j'aime bien, je sais pas, donner de l'argent aux trisomiques. Mais peut-être que 90% des employés, ils en ont rien à foutre des trisomiques. Eux, il y en a un, moi c'est les paraplégiques, l'autre c'est les débiles mentaux, l'autre c'est la religion, enfin, on a tous notre personnalité. Donc en faisant ceci, nous pouvons aider les personnes. Donc, bref, j'ai participé pendant 4 ans à chaque année, et j'ai été formé pour être d'abord assistant, puis ensuite professeur de ski, parce que je skie assez bien, pour personnes paraplégiques dans le cadre d'une fondation pour le bien-être des paraplégiques qui s'appelle Backup Trust en Angleterre. Je mettrai le lien si ça vous intéresse. Ils ont des activités c'est anglais parce que c'est comme ça que je les ai connus, mais ils ont des activités également en France. Et donc on allait dans la région de Chamonix entre les huttes, où il y a voilà, non seulement des remontées mécaniques et des pistes adaptées pour les paraplégiques, mais également l'école de ski français, l'ESF, a voilà, un département, si on veut, enfin en tout cas, a des professeurs de ski formés, très sympathiques et très, très compétents pour former les paraplégiques. Et ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est qu'on voit des gens qui n'ont jamais skié de leur vie, qui sont en chaise roulante, qui sortent de leur apprentissage, de leur remise on va dire, voilà, ils ont eu leur accident, ils ont déprimé, ils arrivent enfin à retrouver une vie dans le cadre des villes ou de leur cadre de vie normal, ils se sont adaptés, mais tout d'un coup on leur dit tu vas pouvoir skier. Et le ski c'est quand même un sport où on a besoin de nos jambes. Et donc quand ils arrivent, alors ils prennent le défi, ils viennent, alors il vaut mieux être quand même en bonne forme physique, mais pour les paraplégiques, hein, c'est possible. Et donc tout d'un coup, ils arrivent et se disent, je vais y arriver. Et en fait, on a des sortes de chaises avec une coque dans laquelle on les place, ils peuvent s'asseoir. Et il y a un ski, une sorte de un ski en monoski sous la coque, et ils ont des bâtons avec à la fin de chaque bâton deux petits skis, un peu comme les catamarans polynésiens. Et donc ça leur permet de garder l'équilibre. Donc il faut quand même de la force dans les bras, mais ça demande aussi une certaine capacité à tourner et ce qui est génial, c'est qu'en une semaine, on a des gens qui au début se disent mais je vais jamais y arriver. Et au bout d'une semaine, on a des gens qui sont capables de skier tout seuls. Parce qu'on leur a appris la bonne technique et on est là aussi pour les relever, pour les aider au cas de problème. Donc voilà, mon univers lié au handicap, ce n'est que celui-là. Et j'ai des amis qui, eux, sont plutôt bah, voilà, pour les personnes qui sont atteintes de trisomie 21 on dit en français, enfin le truc du huitième jour, euh, et avec des degrés variables. Donc en fait, tout ça pour dire que j'ai peu de compétences pour parler de handicap, parce que si je pourrais extrapoler un petit peu par rapport à la paraplégie, mais je ne connais rien au monde des sourds. J'en connais, mais pas très bien. Je ne connais pas le langage des signes, par exemple. Donc j'ai de la peine, des difficultés à communiquer. Je ne connais pas le monde des aveugles, ou très peu. On a un cousin par alliance dans la famille qui a été longtemps directeur d'une fondation pour les aveugles ici en Suisse. Mais à part un effort d'imagination qui est jamais suffisant, voilà, je ne connais pas du tout le monde des aliénés, des fous, des retardés mentaux, des handicaps moteurs graves. Je ne connais pas le monde des tétraplégiques, qui est encore un truc vraiment grave, vraiment beaucoup plus lourd que la paraplégie. Et puis, il y a encore plein d'autres handicaps, des handicaps moteurs, des handicaps, il y a des hémiplégies, il y a des maladies qui nous handicapent, etc., etc. Donc, disons, alors, évacuons aussi un sujet rapidement, c'est l'empathie et, disons, que la pleurniche. C'est-à-dire que euh, souvent, en tout cas, les paraplégiques me disent, en fait, au bout d'un moment, ça nous gonfle, les gens qui viennent vers nous en disant, ah, mon pauvre, c'est horrible ce qui t'est arrivé, etc. Bon, ouais,
on le pense tous, on préférerait que personne ne souffre, on préférerait que personne n'ait à souffrir, et lorsqu'on voit quelqu'un qui est handicapé, on est aussi souvent projeté à notre propre peur de le devenir, et donc souvent, soit on détourne les yeux, ou soit on fait un effort d'empathie exagéré, c'est-à-dire qu'on va et puis on les traite comme des enfants. Enfin, c'est bon, la plupart, ils ont fait leur deuil, ils ont accepté leur handicap, ils sont passés par toutes les phases de Kubler-Ross. C'est des gens qui sont mentalement assez forts. Donc on n'a pas besoin d'aller montrer de l'empathie. Voilà, eux, ce qu'ils aiment, c'est qu'on les traite tout simplement normalement et que on prenne en compte leur handicap, mais ils ne sont pas dans la victimisation, ils ne sont pas dans la pleurniche, voilà, ils ne sont pas dans le racket émotionnel comme d'autres, etc. Donc ça va. Et la question donc se pose, c'est que déjà, dans le monde normal, cet handicap leur apporte déjà énormément de problématiques, des problématiques de mouvement, des problématiques de locomotion, des problématiques d'accès aux administrations publiques, au transport, et transport public, et même au transport individuel. Euh, le monde moderne, et particulièrement le monde moderne occidental, a fait un effort considérable. Nous devons nous en rendre compte. Nous avons eu, par les énormes surplus d'énergie et donc de richesse et de capital, développé, parfois parce que nous avons même créé des lois qui l'obligent, euh, le luxe, il faut dire que c'est un luxe, de permettre à une minorité de la population qui est handicapée d'avoir un accès de plus en plus amélioré, c'est pas forcément partout, c'est pas parfait tout le temps, mais de plus en plus, nous avons rendu accessible une immense quantité de services, de transports, de services publics, de bâtiments, euh, de trottoirs, de routes, etc. Avec des signaux auditifs, des signaux que l'on peut sentir, etc. Nous avons aussi, ça c'est pas une approche civilisationnelle, c'est une approche soit de bienfaisance privée ou de business, d'opportunités commerciales. Nous avons aussi toutes sortes d'outils qui vont des vêtements aux livres en braille, par exemple, voilà, d'objets de consommation, si on veut, qui sont adaptés ou même faits expressément pour les personnes ayant un handicap particulier. Donc nous avons, tout ce que j'essaie d'expliquer, c'est que nous sommes dans un monde qui est extrêmement, en tout cas en Occident, adapté et qui s'est adapté et qui a fait un effort considérable. Euh, et je pense par une réelle volonté d'intégrer, et je pense que c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens, quelqu'un qui est paraplégique, avant la Première Guerre mondiale, en gros, il avait 9 chances sur 10 de mourir d'infection, et parce qu'on ne savait pas faire les purges, on ne savait pas faire les drainages, et en gros, on le mettait sur une chaise vaguement déplaçable, et puis en gros, dans le meilleur des cas, il ne mourrait pas, mais il y avait très peu de choses adaptées jusque dans les années 10-20 aux personnes handicapées motrices, par exemple. On se souvient au Moyen Âge des aveugles qui se tenaient une main derrière l'autre et qui avançaient en file indienne, menés par probablement un borgne, et qui allaient mendier, qui allaient d'une église à l'autre pour avoir la charité. C'est encore le cas dans certains pays musulmans où c'est la charité islamique qui permet à un grand nombre d'handicapés de survivre tant bien que mal parce qu'il n'y a pas d'état social. Il n'y a pas cet état social qui a été développé par l'immense surplus de richesses généré par les énergies fossiles et l'économie libérale en Occident. Donc, et ça, il faut s'en rendre compte. Avant, et moi je l'ai vu en Afrique, les personnes atteintes d'un handicap, elles étaient parfois tuées, parfois on les laissait mourir, parfois on s'en débarrassait pour les handicaps de naissance, on s'en débarrasse à la naissance parce qu'on ne va pas nourrir quelqu'un qui ne va pas être productif et qui ne sera pas ensuite capable de s'occuper des parents quand eux-mêmes seront vieux. Au contraire, ce sera un fardeau supplémentaire. Donc en Afrique, moi j'ai jamais vu de trisomique, jamais. Alors peut-être qu'ils en ont pas, sauf que j'en ai vu en Europe des trisomiques africains noirs. Donc ça veut dire qu'ils les éliminent d'une manière ou d'une autre. Et dans la masse de problèmes qu'ils ont, ça passe inaperçu. On voit des paraplégiques en Afrique, ça oui. Ça, on voit beaucoup de personnes qui, pour des accidents souvent, des guerres, résultats de conflits, etc., se retrouvent paraplégiques dans des chaises plus ou moins roulantes ou des sortes de chaises roulantes vélo. Il y a toutes sortes de bricolages hein, qui se font. Donc ça existe.
Mais enfin, dans l'histoire, l'handicapé a une vie difficile et brutale et courte à partir du moment où il a son handicap. Nous vivons dans une époque formidable, de ce point de vue-là, pour eux. Et ça nous donne bonne conscience de ne pas avoir à prendre des mesures extrêmement difficiles lorsque nous avons des enfants handicapés ou lorsque la société ne pourrait pas sacrifier des ressources parce qu'elles sont trop vitales pour la majorité, des gens qui sont entre guillemets sains, entre guillemets plus performants. Et voilà, donc c'est pas un jugement de valeur, c'est simplement que voilà, quand vous avez peu de ressources, dans l'opulence, vous pouvez faire énormément de choses. Quand c'est la raréfaction, c'est beaucoup plus difficile. Alors, dans le cas de crise, il y a des crises lourdes, des crises moins lourdes, des crises momentanées, ponctuelles et des crises structurelles. Évidemment que pour quelqu'un qui est handicapé, la question se pose comment gérer, comment faire. Alors moi, je vous dis tout de suite une chose. Ce ne sera pas l'État et ce ne sera pas la collectivité qui vous aidera. Il va falloir vous débrouiller par vous-même. C'est-à-dire dès maintenant, si vous avez un handicap, quel qu'il soit, c'est de réfléchir à ce que vous avez besoin en plus des autres. Parce que vous partagez avec, évidemment, tout le monde les mêmes besoins fondamentaux et physiologiques, mais vous le savez, moi pour le paraplégique, je le sais, que vous avez des contraintes supplémentaires qui sont liées à l'accessibilité, au roulement, je veux dire. Vous vous souvenez, Arrête ton char, Bénur. Enfin, j'avais un pote paraplégique avec qui on jouait bien lorsqu'on était adolescent, il y avait quelques années de plus que nous, et on rigolait parce qu'on l'appelait Bénur. Et voilà, donc c'est d'ailleurs c'est comme ça qu'on a des bons rapports, c'est quand on est capable d'avoir de l'humour et de se moquer les uns les autres, même sur des choses un peu lourdes. Parce que si on peut pas se moquer des handicapés, je veux dire, si on peut pas se moquer des femmes, des handicapés, des minorités ethniques, sexuelles et autres, où va-t-on? C'est comme ça d'ailleurs qu'on met en place le vrai respect, c'est lorsqu'on peut se moquer les uns des autres. C'est exactement le contraire que la société nous pousse à faire, mais en réalité, il faut se moquer les uns des autres. Je veux dire, il faut se moquer des chauves, il faut se moquer des barbus, il faut se moquer des survivalistes, il faut se moquer de tout le monde. C'est que comme ça qu'on crée un rapport de respect mutuel et d'égal à égal. Et la moquerie, elle peut être plus ou moins cruelle, elle peut être plus ou moins marrante, mais bon. Bref, donc adaptons-nous, si nous sommes handicapés, faisons l'effort de comprendre ce dont on a besoin déjà pour maintenir une certaine normalité dans notre vie, ce qui est déjà plus compliqué pour celui qui a un handicap que pour celui qui n'en a pas. Et en plus d'imaginer si cette crise ponctuelle ou longue arrive, qu'est-ce que cela veut dire pour moi? Et donc, quelle est la préparation supplémentaire dont j'ai besoin? Préparation matérielle, préparation de compétences, préparation aussi donc j'imagine, pour quelqu'un qui a une chaise roulante, des pneus de rechange, des chambres à air de rechange, des pièces détachées, pour ceux qui ont cette problématique, des calistères, ces tubes qu'on enfile pour pouvoir, parfois, parce que le système d'évacuation des selles et de l'urine ne fonctionne pas très bien. Donc, réfléchir d'avoir des stocks plus grands, comme pour les personnes malades qui sont atteintes de maladies chroniques comme diabétiques, etc., d'avoir un diabétique qui a un frigo avec de l'insuline pour une année, pour 6 mois, en plus de ce qu'il a besoin, ça lui permet de faire un roulement de son insuline et donc de tenir plus longtemps en cas de crise lourde, etc. Alors à vous de convaincre le médecin dans ce cas-là, de vous faire la prescription pour vous en donner plus. Il y a des techniques. L'handicapé sera pareil. Alors, je ne vais pas vous dire, je vais pas dire à l'aveugle, il faut que tu aies un stock de 4 cannes blanches mais je connais pas le monde des aveugles, donc si vous êtes aveugle et vous m'entendez aujourd'hui, euh, réfléchissez à quels sont les handicaps que vous pouvez avoir dans votre cas et quel est le type de préparation nécessaire que vous allez avoir besoin de plus. Et cela inclut les compétences pour des éventuels métiers, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, moi je me souviens quand j'étais jeune responsable marketing chez Oracle, quand j'étais responsable de la Suisse francophone, c'était mon premier job. On faisait travailler pour tous les travaux de mise sous enveloppe des invitations. À l'époque, on envoyait encore les invitations avec des vraies enveloppes avec des timbres. C'était en 92, 93. C'était avant les emails de masse que j'ai démarré chez Oracle d'ailleurs. Euh, on faisait travailler des centres, comment on appelle, des centres poly. Je me souviens plus le nom, mais enfin, je me souviens à Lausanne, il y a un centre où on peut faire travailler pour des travaux qui sont peut-être un peu répétitifs, etc.
à un prix raisonnable, en fait, on fait travailler des centres qui sont probablement un peu subventionnés ou qui ont des donateurs et qui font travailler des personnes avec un handicap mental léger. Et donc, qui sont capables de mettre une lettre sous pli, la mettre sous enveloppe, de coller un timbre, etc. Et donc l'handicapé a sa part dans le monde professionnel aujourd'hui. Ça, c'est, je prends l'exemple d'un handicap plutôt mental, mais il y a des personnes qui ont simplement un handicap physique, ils peuvent travailler très très bien. Alors évidemment, l'accès à l'avion, enfin, voilà, le métier va s'orienter vers un endroit ou vers une spécificité qui va s'adapter à l'handicap. Donc, typiquement, dans les centres d'appel, je me souviens avoir travaillé longtemps, beaucoup avec à Dublin des centres d'appel où il y avait une proportion plus élevée de personnes en chaise roulante que dans d'autres métiers, parce que finalement, à partir du moment où on a accès à l'immeuble, à l'ascenseur et à son poste de travail, après, avec un téléphone, avec les mains et l'ordinateur, bah, on peut travailler très très bien. Donc, on peut déployer toutes ses compétences et ses capacités et ses qualités mentales sans problème. La personne au bout du fil s'en fout que vous soyez handicapé ou pas, etc. Donc, la question qui va se poser, c'est est-ce que votre métier aujourd'hui existera demain? Et est-ce que dans une crise longue et lourde, est-ce que l'État qui vous a aidé ou des associations du type, justement cette association pour paraplégiques en Suisse, je vais vous trouver le nom, parce qu'elle est bien, et si vous êtes en Suisse et vous souhaitez contribuer et participer à, j'ai toujours dans mon portefeuille ma carte de donateur, parce que s'il m'arrive un accident, j'y ai droit. Voilà. La Fondation suisse pour paraplégiques, voilà. Ça, c'est pour 1915, donc 2015, pardon. Voilà, donc voilà, je suis membre, famille Pierrot, machin. Et donc, avec cette carte, eh bien, je peux montrer que je suis membre. Donc, si moi-même je me fais shooter par une bagnole et que je deviens paraplégique, j'ai des petits avantages. Mais enfin, c'est pas pour ça. Je suis membre aussi pour mes enfants et surtout pour soutenir cette association qui, pour moi, est utile. Et donc, j'espère que vous aussi, peut-être, si vous cherchez à soutenir une association parce que vous êtes en Suisse et que vous voulez soutenir les paraplégiques en Suisse, eh bien, vous pouvez le faire. Euh, Si ça, c'est votre truc. Si c'est pas votre truc, bah, tant pis, on s'en fout. Je veux dire, si votre truc, c'est les boîtes à partout, vous faites dépenser votre argent. Bah, chacun fait ce qu'il veut. C'est un peu une de mes philosophies. Donc voilà, réfléchissez donc aux compétences, aux outils et à votre mode de vie, notamment le déplacement, évidemment, donc en cas de problématique. Et là, on retombe sur ce que j'explique dans Survivre à l'effondrement économique, c'est qu'à la fin, on retombe sur les 7 éléments essentiels, entre guillemets, de la base autonome durable, qui peut être votre appartement, votre maison, etc., qui doivent être couverts. Et donc réfléchissez avec votre handicap à l'eau, à la nourriture, à l'hygiène. L'hygiène, c'est très important pour un grand nombre d'handicaps. Réfléchissez donc à l'énergie, à votre capacité d'avoir le minimum dont vous avez besoin. Pour le diabétique, malade chronique, ça va être l'énergie pour tenir son frigo dans lequel il y a l'insuline. Pour d'autres, ça peut être de quoi avoir de l'eau chaude pour se nettoyer correctement, etc. À chacun d'adapter en fonction de ses besoins et en fonction du type de crise qui semble le plus probable. Moi, mon dada, c'est la grosse crise lourde, les gros effondrements économiques. Mais finalement, c'est aussi comment est-ce que vous pouvez évacuer en chaise roulante ou aveugle avec votre canne votre maison s'il y a un incendie. S'il y a une alarme incendie que vous êtes sourd, comment vous allez vous en rendre compte, etc. Tout ça, ce sont des problématiques qui demandent soit enfin voilà, qui demandent une certaine expérience que je n'ai pas, et donc je ne peux pas aller trop loin. D'ailleurs, ce que je vous encourage à faire, c'est ici dans les commentaires, donner votre avis, suggérer des sites qui se sont peut-être posé la question et qui donnent des réponses, suggérer des ouvrages qui parlent de survie et d'handicap. Il y a sans doute, je mets ma main coupée, qu'il y a déjà pas mal de réflexions qui ont été faites sur la toile, sur Internet. Et, et parmi vous, qui vous intéressez justement aux solutions euh, individuelles, en groupe ou civilisationnelles, à ce qui nous arrive, il y a moyen peut-être de partager votre réflexion, votre expérience avec nous. Donc laissez vos commentaires, ils seront très utiles, et partagez cette vidéo avec tous les handicapés que vous connaissez, de manière à ce que peut-être eux aussi puissent contribuer, même qu'ils croient que tout ira bien,
Euh, mais en tout cas, ils ont donné leur avis, parce que moi, j'ai une certaine limite. Et enfin, la défense, là aussi, réflexion, et sur ces points, la connaissance, on en a parlé, défense, et puis enfin, le lien social, c'est que là aussi, euh, le lien social, vous le savez, si vous avez un handicap, est très important, puisque souvent, lorsqu'on est dans la phase initiale de l'handicap, qu'on soit un enfant né handicapé avec donc des parents qui s'occupent de vous, soit ou des centres ou des écoles spécialisées, ou le fait que vous soyez devenu handicapé plus tard dans la vie par cause de maladie ou d'accident, vous savez à quel point, parce que vous avez été aidé, parce qu'au début vous êtes dépourvu, c'est normal, vous avez été aidé par des gens qui, soit par charité d'âme, soit parce que ce sont des structures qui ont été mises en place pour cela, vous ont aidé, et vous savez à quel point avoir des gens qui vous aident, c'est important. Et donc, vous devez au maximum compter sur votre famille, votre entourage, des gens qui vous aiment, votre famille. Les handicapés ont des familles, hein, évidemment. Et donc, expliquez-leur que vous allez avoir des besoins supérieurs et supplémentaires. Et d'ailleurs, je suggère souvent à, à tous les gens qui se préparent d'imaginer que dans leur clan, dans leur groupe de préparation, s'il y en a, ou simplement dans leur famille, s'il y a des handicaps, est-ce qu'ils ont prévu ce genre d'handicap? Alors, c'est une question très, très intellectuelle, puisque on ne peut pas savoir à l'avance ce qui va arriver. Typiquement, dans ma préparation, comment on appelle ça, des trucs quand on a une jambe cassée pour avancer, là, des stampelles en italien, je ne sais pas comment on dit en français, tiens. Échasses? Non, c'est pas des échasses, Ouais, j'ai un blanc. Et bien sûr, dans le cas où on a, alors j'ai pas de chaise roulante, peut-être que ce serait une idée, mais j'habite dans un coin qui est difficile d'accès à quelqu'un qui serait en chaise roulante, avec plein d'escaliers, un terrain qui est un peu compliqué, etc. Mais peut-être qu'il faudrait que j'y pense. Euh, j'ai un livre pour apprendre le braille, enfin apprendre le langage des signes, pardon, parler. Mais voilà, j'ai pas beaucoup de préparation au cas où moi-même ou un de mes enfants deviendrait handicapé en situation de crise. Donc vous voyez, c'est peut-être une lacune. Donc je viens de me rendre compte que j'ai peut-être une lacune. Est-ce que c'est une de mes priorités? Non, c'est pas une de mes priorités. J'ai encore d'autres priorités, mettre en place un poulailler, voilà. Mais ça peut être quelque chose que je vais mettre dans ma liste de préparatifs sur lesquels je vais réfléchir, peut-être mettre en place tôt ou tard, ou simplement si à un moment donné il faut aider quelqu'un qui a ce problème, ben, au moins de manière temporaire voir si on peut l'aider. Dans le village où j'habite, eh ben, il y a peut-être des gens qui auront un accident euh, et qui auront besoin d'outils ou d'aide au cas où, et s'il n'y a rien qui peut se faire par ailleurs, peut-être que quelqu'un qui est préparé peut aider les autres. Vous savez que c'est un peu la philosophie de la chose, c'est se préparer, pas que pour soi-même, mais c'est aussi pour pouvoir aider les autres. Si vous n'êtes pas préparé, vous pouvez aider personne. Voilà, donc vidéo un peu plus longue que ce que je pensais, parce que je pensais simplement vous dire que j'y connais rien, que je ne vais pas vous en parler, mais finalement, voilà, quelques pistes de réflexion, quelques pistes à partager entre vous et moi, et entre vous en général, quels sont les trucs et astuces. Si vous êtes handicapé et que vous lisez cette vidéo, bougez-vous le cul, je plaisante, mais c'est vrai, votre responsabilité par rapport à vous-même, c'est aussi de vous bouger les fesses 2 fois plus que quelqu'un qui n'est pas handicapé. Ah, c'est comme ça, c'est injuste, ouais, c'est injuste, la vie elle est injuste, vous le savez, et si vous nous regardez, c'est que vous avez déjà passé outre toute cette phase de culpabilité, de colère, les phases de culpabilité, vous les avez passées, et en général, vous avez accepté votre handicap, et d'ailleurs, vous vous bougez le cul, et c'est très très bien, et c'est pour ça qu'on vous respecte. C'est pas par pitié qu'on vous considère, qu'on vous respecte parce que vous avez réussi à faire et vous remettre dans un monde et une vie active comme les autres, euh, par vous-même, bien sûr avec l'aide des gens, mais par vous-même. Et c'est ça qui est respectable. Donc, vous voyez, mon caractère, c'est pas de faire le lèche-cul, ni d'aller dans l'empathie pleurnicharde, c'est de bouger les gens. Mes enfants savent quelque chose. Bref, tout ça pour dire que c'est jouable, il ne faut pas perdre espoir, parce que parfois j'entends des gens qui me disent, voilà, moi vous savez, je suis nain, je suis de petite taille, comment je vais faire? Je dis, bah tu fais comme les autres, je veux dire, t'es juste plus petit. Alors ouais, tu vas peut-être moins bien grimper aux arbres, et tu vas
avoir de la peine à accéder aux trucs que j'ai planqués au haut de mon armoire. Donc je vais peut-être réfléchir que si, enfin, les gens autour de toi, ils vont réfléchir que peut-être que tu dois pouvoir accéder à des trucs, etc., mettre une escabelle, un escabeau, une échelle. Mais dans le reste, tu te prépares comme les autres. C'est pas plus, enfin si, c'est peut-être un petit peu plus dur, mais c'est pas une raison de désespérer, c'est pas une raison pour dire ah mais de toute façon je vais pas y arriver. Si tu penses que tu vas pas y arriver, t'as raison. Si tu penses que tu vas y arriver, t'as raison aussi. Oui. Et ça c'est valable pour tout le monde, pas uniquement pour les gens qui ont un handicap. Donc voilà, donc j'essaie de parler de ce sujet qui est à la fois sensible, à la fois peut-être complexe, et dans lequel j'y connais très très peu. Et donc, ce que je vous encourage à faire, c'est de lancer la discussion autour de vous. Réfléchissez. Déjà, si vous avez des gens autour de vous qui ont compris que nous sommes en train d'aller vers des années où ça va être de plus en plus dur, réfléchissez à comment, autour de vous, justement, des gens qui ont un handicap, ou si vous êtes vous-même handicapé, qu'est-ce que vous devez faire en supplémentaire? Réfléchissez toujours, planifiez avant de faire. C'est mieux. Qu'est-ce que vous pouvez faire comme démarche, comme reconversion professionnelle si nécessaire, comme apprentissage de compétences, comme acquisition d'outils, comme modification dans votre maison, pour pouvoir continuer à avoir une vie la plus normale possible en cas de problème, en cas de crise. En cas de petite crise comme voilà, le chômage, l'incendie, une maladie supplémentaire, un nouveau handicap qui s'accumule, etc. Ou en cas de grande crise où voilà, l'État disparaît, n'est plus là pour vous aider, n'est plus là pour maintenir les infrastructures, comment vous allez faire? Est-ce que ce sera facile? Non, mais c'est facile pour personne. Et rien n'est facile dans la vie. Euh, voilà. Donc réfléchissez, partagez autour de vous et on en rediscutera à l'occasion. À très bientôt.